Bonjour à tous, bienvenue dans cette salle pour cette conférence sur les écoles de commerce post-bac. Alors, je suis debout pour vous accueillir et pour vous saluer, me plaît, rassurez-vous, je vais m'asseoir parce que je vais passer la parole aux personnes qui sont avec moi. Donc notamment, c'est Valérie Collot, hein, c'est ça? Oui, qui représente l'Ins Management School et ici plus particulièrement plutôt de CESEM, puisqu'on est dans le post-bac, donc c'est le programme Bac plus 4, je sais qu'il y en a d'autres, du groupe Reims Management School. Hugues Deric, donc, qui est à l'extrême gauche, puis de mon côté, à l'extrême droite, puis du vôtre, donc à l'extrême centre. Lui, il représente le BBA ESSEC, donc il travaille dans le groupe ESSEC et aujourd'hui il va nous parler du BBA ESSEC. Pierre Génon est à l'ESDES et donc va nous parler de cette école, mais rassurez-vous, on ne va pas parler que de nos écoles. Et Benjamin, c'est ça, Maurice, de l'ESCA, va nous parler de l'ESCA. Donc moi-même, Jean-Philippe Paveux, je représente l'IESEC que je dirige. Donc aujourd'hui, le rôle qui m'est imparti, c'est d'animer la réunion. Donc c'est moi qui vais parler le moins possible, en tout cas de mon école. On va surtout parler de l'enseignement supérieur en post-bac au niveau des écoles de management. On va parler un petit peu de nos écoles assez brièvement. Et ensuite, on vous passera la parole parce que vous avez peut-être des questions, et certainement des questions à nous poser, en essayant d'être bref, parce que certains ont peut-être déjà faim. Donc on ne va pas faire trop long. Pour débuter, donc, ici on est dans la conférence des écoles de management post-bac, et souvent on dit qu'il y a deux grandes options. Est attendu à son stand. Monsieur Laurent Deverchin est attendu à son stand. Merci. Ça va revenir régulièrement, rassurez-vous. Donc il y a deux grandes voies si on veut faire une école de commerce en France, en tout cas de qualité, la voie post-prépa, donc faire une prépa puis une école, et une autre voie qui est la voie post-bac. Et on en parlait juste à l'instant, en fait il y a deux voies d'excellence, une qui est post-bac, une qui est post-prépa, il n'y a pas de hiérarchie dans les deux, mais, et on va vous donner des éléments d'éclairage ensuite, dans les deux voies il y a des bonnes et des moins bonnes institutions, et donc c'est derrière cela qu'il faut essayer de décrypter. C'est pas facile parce qu'il y a en France plus de 200 écoles de management. Certaines ont des labels, certaines ont des éléments de reconnaissance, certaines ne les ont pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes, mais ça veut dire qu'il faut faire d'autant plus attention à la qualité proposée. Donc il faut creuser d'autant plus. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, les écoles sont présentes, donc n'hésitez pas à les questionner, à discuter avec les étudiants s'ils sont là. Ce sont des éléments d'information complémentaires, au-delà des brochures, au-delà des sites web. On va commencer par deux thèmes de contexte. Ensuite, on parlera de chacune des écoles brièvement. Il y a déjà un thème de contexte qui est celui des reconnaissances, dont je parlais à l'instant. Qu'est-ce qui permet de décrypter, au moins à travers des labels, la qualité d'une école, au niveau national et au niveau international. Donc, au niveau national, je vais demander donc à Pierre Génon d'expliquer comment ça fonctionne, quels sont les éléments clés de repérage. Merci beaucoup. Donc effectivement, comme Jean-Philippe Pameux le précisait, au total, il y a plus de 200 écoles de commerce en France, donc certaines post-bac, d'autres post-prépa. Et un élément important de reconnaissance est la notion du label. Alors moi, je vais parler du label national. Les écoles ont ou n'ont pas un certain nombre de labels nationaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà il y a trois étapes. Première étape, c'est la notion d'école qui est reconnue ou pas reconnue, par l'État bien évidemment, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc par rapport aux 207 écoles, toutes confondues, post-bac, post-prépa, il y a à peu près 120, 121 écoles, plus précisément écoles, qui sont reconnues. Parmi ces 121 écoles, il y en a 70 qui ont une deuxième notion de label, qui est ce que l'on appelle le visa, donc diplôme visé par l'État. Donc ça réduit pas mal de cercles. Et s'agissant des écoles qui sont en bac plus 5, il y a un troisième niveau, c'est grade ou pas grade de master. Et parmi l'ensemble de ces écoles, il n'y en a que 42, donc on réduit quand même de manière assez importante la loupe. Hein. Il y en a 42 qui délivrent un diplôme grade de master, donc reconnu par l'État, diplôme visé, habilitation à délivrer le grade de master. Donc ça, c'est le grade de master, j'insiste bien, cela concerne les écoles qui sont en bac plus 5 par définition. Voilà. Ici, autour de la table, si on peut dire qu'on est autour de la table, il y a des programmes type bachelor et des programmes de type master. Et je passe donc maintenant la parole à Hugues Deric qui va nous parler des accréditations internationales. Pour faire la transition, on rentre ici
ici dans une logique qui va d'abord être américaine, c'est-à-dire non pas de diplôme visé, le diplôme national étant une superbe particularité française, n'est-ce pas, nous sommes preneurs les uns des autres, mais des business schools aux États-Unis ou au Canada, il y en a plusieurs centaines. Donc comment fonctionne dans cette logique-là? Dans cette logique-là, il y a un mode d'évaluation. Le premier mode d'évaluation, ça a été, et ça reste, aux États-Unis, l'accréditation. Alors, je prends mon anti-sèche pour ne pas me tromper, ACCSB, Association to Advance Collegiate School of Business. Et cette accréditation, qui est assez ancienne, a été inaugurée en Europe par plusieurs grandes écoles françaises, dont les 5, peu importe, et maintenant s'étend. Et ce type d'accréditation, nous venons de sortir d'un processus de réaccréditation. Je vois mes collègues qui disent oui, c'est extrêmement onéreux un processus d'accréditation et un processus de réaccréditation. C'est-à-dire qu'on va passer en revue toute notre pédagogie, toute notre corps professoral, on va nous demander où est-ce que nous avons des innovations, on va nous demander où est-ce que nous estimons que nous avons des points faibles, est-ce que nous estimons qu'on peut améliorer, et puis les 3 visiteurs, qui sont 3 deans, 3 doyens de grandes facultés, on a vu notamment le dean de Berkeley, qui est une fois, c'est pas n'importe qui, ils se permettent de rester plusieurs jours et d'interviewer nos profs sans nous, et nos étudiants sans nous. Alors on sélectionne les étudiants et les profs, d'accord, mais les choses se font... voilà, donc une accréditation à CCSB, c'est quelque chose de sérieux et d'intéressant. Et du même, alors on n'allait pas uniquement à la remorque des Américains, donc les Européens ont mis en place quelques années après, et puis ça s'est généralisé, une accréditation du même type qui s'appelle EQUIS, European Quality Program System, c'est en anglais parce que c'est européen, et ce type d'accréditation est aussi onéreux. Nous venons de sortir l'accréditation ACCSB et nous sommes en pleine réaccréditation EQUIS. Nous y passons. Alors heureusement, on peut utiliser les mêmes. L'avantage de ces accréditations, si vous participez à la vie professionnelle, je parle plutôt aux parents, on reste dans une logique qui est très intéressante et d'évaluation et de progrès. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'évaluer ce qui est bon, on vous demande d'évaluer vos capacités de progrès aussi. C'est intéressant. C'est vrai que ces accréditations, elles ont énormément fait progresser les écoles de commerce françaises, puisqu'en fait, il y a une vingtaine d'années, ça n'existait pas. Une école de commerce était faite pour donc placer des gens et leur donner un aspect très professionnalisant. Et c'est vrai que nos métiers ont énormément évolué, les écoles ont énormément évolué, même le statut des professeurs également, puisqu'au départ, on cherchait plutôt des professeurs qui avaient une expérience professionnelle. On cherche toujours ça pour donner tout le côté pragmatique. Mais en plus de l'expérience professionnelle ou internationale, ils doivent avoir une expérience aussi académique très importante, puisqu'en fait, la plupart des personnes qui viennent nous auditer sont des personnes qui sont des universitaires, des grandes universités internationales. Et donc, ils se basent aussi sur des critères sur la recherche, par exemple, sur des critères aussi de niveau académique des professeurs, etc. Donc, c'est très rassurant pour vous, en fait, d'intégrer une école dans laquelle il y a des accréditations internationales. C'est bien plus poussé encore que le visa du ministère de l'Éducation nationale. Ce pas les mêmes critères. Et tout est vraiment analysé et tout est passé vraiment au peigne fin. C'est-à-dire aussi bien nos étudiants, notre stratégie, nos moyens, etc. etc. Et c'est très difficile pour certaines écoles, actuellement en France, justement, ces accréditations, parce que c'est un peu une épée de Damoclès. Il y a des écoles qui ont par exemple perdu leur accréditation, ça leur a occasionné énormément de problèmes, si vous voulez, en termes, par exemple, de recrutement. Donc c'est pas évident. Merci. Je vais passer la parole donc à Benjamin Maurice qui va nous parler d'une accréditation qui est liée à EQUIS, si on peut dire, puisqu'elle est gérée par le même organisme qui s'appelle le FMD, qui est donc l'accréditation IPAS, qu'il connaît bien, et il va continuer pour qu'on gagne du temps aussi sur le concours Accès, et ensuite on vous présentera le concours César avant de parler des écoles. Merci. Alors, l'accréditation IPAS, donc ça s'écrit EPAS pour European Program Assessment System, est une accréditation donc, qui a été développée par l'EFMD, qui est l'agence européenne d'accréditation, dont on parlait à l'instant, pour évaluer la qualité d'un programme. Donc, ils sont passés au crible, à la fois la façon dont les écoles conçoivent leur programme d'enseignement, la façon dont elles les réalisent, les font évoluer, et puis la façon aussi dont les programmes sont encadrés par les professeurs de l'école. Ça, c'est quelque chose qui est regardé de très près par ces agences d'accréditation, qu'elles soient européennes ou américaines. C'est, dit autrement, la façon dont l'école met des moyens pour assurer une pédagogie
de qualité aux élèves. Et puis évidemment, pour s'intéresser aussi à la façon dont les écoles remplissent leur mission, on regarde aussi dans ces accréditations comme IPAS le devenir professionnel des diplômés d'une école donnée, pour évidemment s'assurer que la pédagogie est pertinente au regard des besoins des entreprises. Alors, différence entre EQUIS et IPAS, EQUIS accrédite l'ensemble des activités d'une institution, IPAS accrédite un programme. Donc il y a une accréditation IPAS par programme, alors qu'EQUIS est sur l'ensemble du périmètre d'une institution donnée. Donc voilà un petit peu pour la cuisine interne de la façon dont l'extérieur regarde la qualité des œuvres pédagogiques des écoles de commerce. Alors, sur un autre sujet, donc, je vais vous présenter assez rapidement ce qu'est la banque de concours Accès, on ne prononce pas le S, donc A-C-E-S, qui réunit la candidature à 3 belles écoles de commerce post-bac, que sont l'IESEG, l'ESDES et l'ESCA, que de façon alignée, nous représentons mes voisins immédiats et moi-même. Alors, la banque d'épreuves Accès réunit les candidats pour ce qu'on appelle l'admissibilité au concours des 3 écoles citées. Donc, dit autrement, ce sont des épreuves écrites. Ici, elles sont réussies par les personnes qui s'y présentent, vous permettent de passer aux épreuves dites d'admission, qui sont les épreuves orales, qui elles vont être propres à chacune des 3 écoles. Alors, les 5 épreuves du concours Accès, ce sont la synthèse, le raisonnement logique et mathématique, l'ouverture culturelle, l'anglais et, de façon optionnelle, une seconde langue. Sachant que la seconde langue, lorsqu'elle génère des points, des notes supérieures à 10 sur 20 en moyenne, ne peuvent apporter que des points de bonus aux personnes qui le présentent. Donc, évidemment, il y a tout intérêt à le présenter. Alors, dis rapidement pour les principales épreuves. Donc, la synthèse, là, on attend des candidats de synthétiser une liasse de documents qui leur est remise en un nombre contraint, limité de mots. Donc ici, la préconisation que nous donnons souvent aux candidats, c'est vraiment de commencer par lire les questions qui sont posées pour aller rechercher l'information de la façon la plus simple possible et d'utiliser de façon astucieuse son temps. Ensuite, le raisonnement logique et les mathématiques. Donc là, il s'agit vraiment de tester les aptitudes logiques des candidats, comme le porte le nom de l'épreuve, et puis de voir un petit peu donc, si les connaissances qu'il s'est mobilisées en logique et mathématiques, voire probabilité, pourront être utilisées à bon escient dans le cadre d'un cursus de management. Ensuite, l'épreuve culturelle, elle, va poser un sujet qui va solliciter l'ouverture au monde du candidat, sa connaissance de différents domaines, qui soient liés à l'information, au monde des arts éventuellement, mais vraiment qu'ici il fasse montre de son ouverture au monde et à la culture au sens large. L'épreuve d'anglais, évidemment, elle est incontournable dans un cursus de management qui se veut ouvert au monde aujourd'hui, et la seconde langue également. Alors, sachez que si ces épreuves sont communes aux 3 écoles, chacune des écoles va adopter des coefficients qui pourront être différents. Donc, entre les scales et les les coefficients sont les mêmes. Les SDES a modifié un petit peu l'ordre des coefficients. Donc, vous pourrez prendre connaissance, si vous en avez la curiosité, d'aller plus en détail des coefficients appliqués par chacune des écoles à ces épreuves-là, ce qui signifie quand même que pour une note donnée, vous pouvez avoir un rang différent d'arrivée à l'admissibilité selon l'école à laquelle vous candidatez. Les coefficients entre les écoles ne sont pas les mêmes, donc certaines vont mettre plus de poids sur les langues, d'autres davantage sur les mathématiques, etc. Ce qui fait que pour des notes identiques pour chacun des candidats, le rang d'arrivée au concours pourra différer. Enfin, pour terminer, sachez que les épreuves du concours Accès se déroulent donc mi-avril dans différentes villes de France, qui fait que on fait en sorte d'être au plus près des candidats. Donc il y a un certain nombre de centres qui sont présents partout sur le territoire et qui permettent à chacun, évidemment, selon sa localisation, de présenter les épreuves en un lieu pas trop éloigné de ses bases, sachant que, de nouveau, les épreuves orales sont propres à chacune des écoles et se déroulent dans chacune des écoles, donc tantôt à Lille, Lyon, Angers, éventuellement. Pour terminer, le coût d'inscription pour accès est de 120 € pour les candidats. Chaque école présentée demande un supplément de 80 € et les boursiers sont exemptés de frais d'inscription au concours. Je pourrais répondre aux questions, on s'y verra par la suite.
Merci Benjamin. Je vais demander à Mme Collot donc, de présenter à la fois la logique Sésame et puis, dans la foulée, Sésame. Donc en fait, le concours Sésame, vous avez deux grands concours en France, c'est le concours Accès et le concours Sésame. Donc c'est deux approches qui sont, au niveau des matières, vous allez voir, on retrouve souvent les mêmes, pratiquement les mêmes épreuves, le même type d'épreuves. Donc c'est un concours Sésame qui réunit 7 écoles de commerce, hein, qui sont toutes donc en 4 ans et toutes en 5 ans, et qui en fait ont toutes un point commun, c'est qu'elles font toutes de l'international. Alors c'est géré d'une manière très différente, l'international, d'une école à l'autre. Par exemple, au Sésame de Reims, on fait que du double diplôme, c'est-à-dire que vous faites 2 ans d'études en France, 2 ans d'études à l'étranger, et vous avez le double diplôme dans tous les cas. Et vous savez dès le départ dans quel pays vous allez partir, c'est-à-dire si vous allez partir directement aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, etc., en fonction de la langue que vous allez présenter. Au niveau des autres écoles, donc vous avez des écoles qui se font donc en 5 ans, il y en a certaines qui font de l'apprentissage, d'autres pas, etc. Donc ça, il faut vraiment aller vous renseigner sur les stands des différentes écoles de Sésame pour voir les différences. Au niveau du concours Sésame, donc vous inscrivez au concours Sésame, vous choisissez l'école qui vous intéresse donc dans le concours Sésame, vous pouvez en présenter 1, 2, 3, 7. Vous allez choisir après, pour certaines écoles, par exemple pour le Césame ou Césémet, etc., vous allez choisir les langues que vous souhaitez présenter. Il y a une langue obligatoire, voire 2 langues en fonction des pays que vous allez choisir. Et par exemple, sur des programmes type BBSEC, par exemple, ou de SCA, etc., vous avez 2 langues obligatoires au concours. Puisqu'en fait, vous déterminez seulement après la destination dans laquelle vous allez aller faire vos études. Donc vous passez épreuve d'analyse et de synthèse, vous passez des QCM de logique. Alors vous inquiétez pas, même si vous avez un bac L, c'est tout à fait possible de réussir, hein, puisqu'en fait c'est des QCM de logique, il faut vous entraîner, hein, c'est des tests psychotechniques, etc. Et ensuite vous avez donc une langue, voire 2 langues. Et si vous êtes déclaré admissible dans un ou plusieurs pays ou dans une ou plusieurs écoles, vous allez aller passer les oraux. Donc c'est une période un peu de stress, parce que vous allez vous retrouver, c'est le bac, quand vous êtes en terminale, c'est le moment des oraux, etc. C'est pas évident. Et vous verrez, on a l'habitude, hein, tout le monde est dans le même cas, il y en a même certains qui viennent passer les oraux alors qu'ils habitent à Pékin, aux États-Unis, etc. Et vous allez venir passer vos oraux, et les oraux, ça va être entretien de motivation et langue. Langue, vous allez écouter un texte 3 fois de suite, et on va vous interroger en fait sur votre motivation et sur ce que vous avez compris dans le texte. Alors on n'est pas des écoles d'interprétariat ou de traduction, hein, on ne cherche pas que des linguistes ou des bilingues. C'est sûr que sur certains pays où il y a une forte demande, par exemple au niveau du Césame franco-américain, on a beaucoup de demandes, donc les barres d'admissibilité sont assez élevées. Par contre, bon, c'est vrai qu'après, c'est une superbe expérience de pouvoir partir pendant 2 ans aux États-Unis et de payer le prix d'une école française, alors que les frais de scolarité aux États-Unis sont extrêmement élevés. Donc voilà, on en a un stand, on a une journée porte ouverte la semaine prochaine, de 10h à 18h. Alors Reims, c'est pas en Sibérie, hein, c'est à 140 km de Paris, 150 km de Paris. Prenez le TGV et vous y êtes en 40 minutes. Donc si vous avez envie de venir nous rejoindre la semaine prochaine, vous êtes les bienvenus. Je vais laisser la parole donc au monsieur qui représente le BBSEC. Donc je pensais repartir. Je ne te dérange pas, histoire d'alterner accès. On s'entend très bien. Et justement, je voulais donner un petit conseil à chacun. C'est ne focalisez pas trop sur une institution. Ces concours sont des concours sélectifs par définition. Et donc, vous avez intérêt à diversifier vos choix et à cocher plusieurs écoles, plutôt que de dire je passe que celle-ci ou que celle-là. Ce sont toutes des bonnes écoles, que ce soit. Mais oui, de toute façon, au niveau accès et Sésame, ce sont des très bonnes écoles, donc on ne fait pas un mauvais choix, il ne faut pas hésiter à cocher toutes les cases. Alors évidemment, ça fait un peu plus cher, donc à un moment donné, on fait des arbitrages, mais j'encourage à diversifier. Autre chose par rapport aux concours, les concours sont infaisables. Hein. Alors soyez pas affolés en voyant nos annales, personne n'arrive à faire les concours, ça va réussir tout. Et donc, soyez pas affolés si vous répondez qu'à de dire des questions. Donc, c'est fait exprès. Il y en a un parfois ou une qui parfois va jusqu'à 95%, 99%, mais un concours, c'est pas fait pour voir si vous êtes bon, c'est fait pour discriminer, et donc il y a toute une hiérarchie de notes, et donc il ne faut pas vous affoler en voyant les annales des épreuves des années précédentes, vous dire ah, le concours est infaisable, je ne pourrais jamais rentrer, mais c'est normal, c'est infaisable pour tous. Le problème, ça va être d'optimiser, d'aller le plus loin possible, le plus vite possible. Donc ça veut dire, évidemment, peut-être des connaissances, une habileté intellectuelle, mais aussi de la préparation. Donc préparez-vous activement. Je ne dis pas qu'il faut aller voir forcément les officines
parfois très mercantiles, qui organisent ça. Parce qu'on peut se préparer avec les annales, les banques d'épreuves mettent à disposition les annales, je pense que c'est le cas pour Sésame aussi, mais d'accès sur des années, et vous préparez dans les conditions du concours. Donc une épreuve, par exemple, peut-être pas, dure 1 heure, il y a 60 questions, il faut dès le départ être très tactique, c'est-à-dire c'est 1 minute par question. Donc il n'y a pas de question, entre guillemets, de passer 5 minutes sur la première question. D'accord ? On passe à la suivante, on regarde, et si au bout de 30-40 secondes, on se dit je ne vois pas tout de suite comment est-ce que ça va donner, et on passe à la suivante, et ainsi de suite. Parce que de toute façon, c'est infaisable l'ensemble. Donc il faut optimiser, se dire que s'il y a 20% des questions qu'on n'arrive pas à faire, c'est vraiment pas grave. Mais celles-là, il faut les laisser passer très vite et pas perdre de temps dessus. Donc c'est de la méthode, de l'entraînement. Vous mettez dans votre chambre, par exemple, pendant 1 heure, vous faites une épreuve, sans écouter quoi que ce soit et sans regarder votre iPhone ou je ne sais pas quoi, et on se met dans les conditions de concours et on s'entraîne 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là vous allez gagner des centaines, des milliers de places. Parce que ceux qui sont préparés vont beaucoup plus loin que les autres. Donc un conseil, préparez-vous, ne vous affolez pas en voyant la difficulté des épreuves. Il y a des élèves qui ne sont pas bons en anglais et qui n'ont jamais fait d'anglais, ils vont rentrer parfois dans des écoles assez internationales parce qu'ils vont travailler l'anglais dans l'école. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de matières éliminatoires, peut-être dans certains cas, mais c'est de préciser. Voilà. Je ne cherche pas à monopoliser la parole, je vais passer la parole à Pierre-Yves Génon qui va nous parler de l'ESDES en 5 minutes. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'ESDES, donc l'école post-bac, basée à Lyon. Alors comme le disait ma collègue tout à l'heure, Lyon, c'est pas très loin non plus. Je rassure tout de suite les gens qui n'y habitent pas forcément. Lyon-Paris, c'est 2 heures en TGV, donc ça marche très très bien. Donc diplôme en 5 ans, notre diplôme qui est visé est grade de master. Et nous avons un parcours donc en 5 années qui se décompose en 2 cycles. Un premier cycle de 3 ans, où là l'étudiant va aborder l'ensemble des fondamentaux qui composent les matières du management. Donc tout le monde fait de tout pendant 3 années. Puis 2 années qui suivent, les années de cycle master, qui sont des années de spécialisation, sachant que nous proposons au total 8 filières. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais on retrouve ressources humaines, on retrouve management et stratégie, on retrouve finance de marché, par exemple. Donc 8 filières au total, dont une qui est en alternance. Caractéristique importante de l'ESDES, mais qui est commune également par rapport aux autres écoles présentes à mes côtés, c'est la forte dimension internationale. Nous sommes extrêmement ouverts sur le monde. Cela se caractérise par, premièrement, le fait que tous les étudiants partent en 2e année réaliser leur second semestre en université en environnement anglo-saxon, donc à l'étranger par définition. 6 mois, donc minimum. Et puis de nouveau, il est possible, alors là de manière optionnelle, pour ceux qui le souhaitent, de partir 1 ou 2 semestres d'études au cours de la 5e année. Cela va se traduire, cette forte ouverture sur l'international, par une illustration qui est que nous avons, sur la dernière promotion, 26% de nos étudiants qui ont trouvé leur premier emploi à l'étranger. Donc ça, c'est une marque forte. En matière de période en entreprise également, car ça c'est une des marques de fabrique des écoles post-bac, très souvent, c'est effectivement de proposer aux étudiants et d'exiger des étudiants qui passent un temps important d'entreprise à réaliser des stages. L'ESDES a un minimum de 14 mois en entreprise, dont un stage long en fin d'études, ce que l'on appelle la mission de fin d'études, qui dure 6 mois en entreprise, est une période extrêmement importante, charnière entre la période de formation et l'accès au marché du travail, avec une illustration également en matière de statistiques. Un étudiant sur 2 de l'ESDES trouve un emploi dans le cadre de la prolongation de sa mission de fin d'études. Ce qui permet d'arriver également sur la notion de placement, mais qui est également commune à toutes ces écoles de qualité, c'est que les placements en entreprise sont rapides. Je vous disais tout à l'heure, juste précédemment, qu'un étudiant sur 2 va signer un contrat de travail dans le cadre de sa mission de fin d'études. Nous avons également à peu près 35% de plus qui vont signer un contrat de travail dans les 2 mois qui suivent la sortie de l'école. Donc placement rapide. Je vous ai parlé international, je vous ai parlé des études. Je vais terminer par une petite chose sur la taille de l'école. Ça c'est extrêmement important parce que ça nous caractérise. Nous sommes une école qui a des promotions de l'ordre de 250 étudiants. Notre stratégie vise de manière importante à travailler la qualité et la profondeur de la relation entre le personnel de l'école, qu'il s'agisse des enseignants ou du personnel administratif, vis-à-vis des étudiants. Donc marque de fabrique importante qui est la notion de ce qu'on appelle l'encadrement, qui est très très important. Nous accompagnons de manière extrêmement étroite
nos étudiants tout au long de leur parcours. Voilà, j'en ai terminé pour les SDS et je répondrai à vos questions bien évidemment avec grand plaisir. Alors pour être très loyal vis-à-vis de mes confrères, nous sommes assez loin de Paris à Cergy, à cause de l'interconnexion du RER à Nanterre. C'est un vrai problème. Donc nous avons une capacité de logement de tous les premières années. Alors, le BBA ESSEC est en fait la transformation depuis 3 ans d'une école qui a sa propre renommée, qui était déjà totalement intégrée à l'ESSEC, mais sous un autre label qui s'appelait l'EPSI, l'école des praticiens du commerce international. N'essayez pas d'essayer de retrouver comment ça fait l'EPSI, ça fait EPSI. Bon, j'en ai été le directeur des études pendant quelques années, et nous avons choisi dans l'ESSEC de changer le braquet et de mettre le label ESSEC à l'ensemble des diplômes proposés dans ce qu'on appelait précédemment le groupe ESSEC et qu'on appelle maintenant une ESSEC Business School. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce campus entre Paris et Singapour, nous accueillons 4500 étudiants qui vont du PhD en partenariat avec des universités étrangères, avec des chambres pour couples, rassurez-vous, on va pas vous les proposer, et des doctorats, et ça va jusque un bachelor. Voilà. Et du coup, ça nous a évité, soyons clairs, qu'il y ait une concurrence interne entre l'ESSEC grande école et son grade de master, et l'EPSI qui devient un BBA. Alors un BBA with honor, c'est-à-dire un BBA en 4 ans, qui a un diplôme visé par l'État. Nous venons de faire le processus de réaccréditation et tout ça, de nouveau, et qui vaut en termes sur le marché français un M1. Donc, nos confrères aussi, ceux qui sont en 4 ans, ils s'expliqueront, bien entendu, heureusement. Alors, quelles caractéristiques nous avons pu lui donner? Pour boucler sur ce que disait Jean-Philippe en entrant, si vous entrez à l'ESSEC par une classe prépa, vous allez faire 2 années de classe prépa. Et c'est un rythme et c'est un choix, et il faut accepter de le faire. Moi-même, j'ai fait une classe prépa en son temps, qui était une classe prépa scientifique. Vous allez devenir, on disait par rapport aux commerciaux que c'était des épiciers parce qu'ils travaillaient moins. C'est pas vrai, en classe prépa, vous allez devenir des topins. Voilà. Hein, il faut accepter de bosser. Dur. Est-ce que vous allez accepter de bosser moins dans ce type d'école? Pas forcément, mais vous allez accepter de bosser différemment. Vous allez rentrer d'entrée de jeu, dans chacune de nos écoles, vous allez rentrer dans le cœur de la matière. C'est ça qui... Et ceci est une... Il n'y a pas une voie d'excellence meilleure d'un côté que de l'autre. Un bon choix, c'est quand c'est aussi bien à droite qu'à gauche. Vous mettez à droite ce que vous voulez, à gauche ce que vous voulez. Mais Et à partir de là, ce que nous proposons, qui est relativement caractéristique à notre école, mais aux autres aussi, c'est une forte densité d'études à l'international d'entrée de jeu. Donc, dès la seconde année, un semestre d'études à l'étranger. Pour une 50aine d'étudiants dans le campus de Singapour, puisqu'on prend 200 étudiants, pour 150 autres, à partir de 60 sites universitaires que nous sélectionnons. Puis, dès la 3e année, la possibilité de choisir, ou l'obligation de choisir, la possibilité c'est un vocabulaire de directeur d'études, l'obligation de choisir un second stage, une seconde période à l'étranger, une seconde période de semestre d'études. Donc vous aurez au total 2 semestres d'études à l'étranger, parfois 3, si vous rentrez dans une perspective de double diplôme ou de moyenne. Et là, on ouvre sur 105 partenaires et on sélectionne volontairement des partenaires de meilleur niveau pour ce second semestre d'études. Et puis on rajoutera aussi, à l'intérieur du cursus, un stage international de 6 mois au moins, et l'obligation, mais c'est caractéristique à la grande école, et c'est caractéristique également au BBA de l'ESSEC, l'obligation de faire 4 semaines en stage humanitaire ou social, ou en stage ouvrier, pour vous imprégner de la diversité sociale. Mais ça, c'est une caractéristique du label ESSEC. Quel débouché et quelle structure d'accueil pour les... et quelle structure professorale? Effectivement, on bénéficie de la structure globale de l'ESSEC au niveau professoral, au niveau carrière services, au niveau suivi, au niveau centre de ressources linguistiques. Si vous n'aimez pas les langues, ne rentrez pas dans ce type d'école. On en fait 90
heures par semestre, LV1, LV2, LV3, voilà, il faut accepter, et c'est discriminant si vous n'arrivez pas à accrocher sur le banc européen d'ailleurs, c'est clair. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après au niveau du bachelor? Trois possibilités, et toutes les trois sont bonnes. Où on a inscrit en vous suffisamment le label international, le goût international, et qui est extrêmement intéressant, et on est dans un braquet de business school, et on n'est plus dans le braquet franco-français, de commencer une carrière internationale avec son bachelor. C'est le diplôme d'entrée en Asie. C'est le diplôme d'entrée dans la vie professionnelle en Amérique du Nord. Alors ça, c'est intéressant. Ou, et ensuite vous ferez éventuellement un MBA, ou devez faire un master. À l'étranger, plutôt, ou en France. Les deux sont possibles. Nous avons à peu près 40% de nos étudiants qui travaillent et le reste qui poursuit dans une des deux voies. Soit le master en France, soit le master étranger. Est-ce que c'est intéressant de faire un master avec l'ESSEC? Pourquoi pas? Mais vous avez déjà un label ESSEC sur votre bachelor. Pourquoi pas aller chercher un label autre? Voilà la logique du programme. Merci. Benjamin? Bien, alors quelques mots sur l'ESCA. Donc l'acronyme signifie École supérieure des sciences commerciales d'Angers, par référence aux bases de l'école qui a été créée en 1909 à Angers par l'Université catholique de l'Ouest, dont l'école est devenue indépendante en 1967. L'école aujourd'hui est présente sur 4 campus, Angers, Paris pour la France, Boulogne-Billancourt précisément, et Budapest et Shanghai pour l'international. Ça, ce sont les 4 sites d'études de l'école. La mission de l'école, c'est un peu ce qui nous réunit aussi, les confrères et moi-même aujourd'hui. Ce sont des institutions d'enseignement supérieur qui visent à former de futurs managers avec la prise en considération de dimensions globales, l'ouverture au monde, tout en ayant la tradition d'un accompagnement pédagogique régulier auprès des étudiants. Ça, pour nous, c'est très important d'accompagner les étudiants pendant leurs 5 années du cursus, à la fois sur la réussite de leurs études, mais aussi sur la construction de leurs projets personnels et professionnels. Donc l'essentiel de nos étudiants arrive après le baccalauréat, sur concours, pour un cursus de 5 ans. Donc un petit peu comme à l'ESDES ou à l'ISEC, on a un cursus en 3+2, donc 3 premières années plutôt généralistes, dans lesquelles nos étudiants balayent l'ensemble des disciplines des sciences de gestion aux sciences larges, réalisent des stages entre deux, ont une première expérience à l'international chez nous en 3e année, un autre semestre d'études à l'école qui lui se déroule en langue anglaise, et puis en master, les étudiants se spécialisent d'abord en 4e année vers une grande filière, management, finance ou marketing, et en 5e année, dernière année, sur ce qu'on appelle une majeure. Nous offrons 18 choix de spécialisation vers la professionnalisation à nos étudiants dans les grands domaines du marketing, de la finance, du management, du commerce international, avec évidemment les études qui se concluent par un stage long, qui souvent est un préalable à l'emploi, parce que chez nous, c'est à peu près dans l'ordre d'idée de ce que mon voisin vous présentait. Je crois que c'était sur l'année dernière 55% des étudiants qui avaient conclu un contrat de travail avant la fin de leur stage. Alors, je parlais de l'importance de l'international dans le cursus. Chez nous, elle est confirmée aussi par au minimum une mobilité à l'étranger effectuée dans le cadre des études, qui peut être chez nous ou chez un des partenaires à l'étranger. L'école a un réseau de partenaires à travers le monde, 165 partenaires que nous avons, avec la philosophie d'envoyer peu d'étudiants chez chacun des partenaires, de façon à ce qu'on ne reconstitue pas une cohorte d'étudiants ESCA à l'étranger, mais plutôt que nos étudiants bénéficient bien du mélange avec les étudiants du pays de destination pour que l'international leur profite vraiment. Et puis, il est possible de faire une deuxième mobilité en master pour nos étudiants sur des projets beaucoup plus précis liés à leur professionnalisation ou dans le cadre d'accords de double diplôme avec des partenaires internationaux. Puisqu'on a des accords de double diplôme avec des partenaires européens et non européens d'ailleurs sur des majeurs de fin d'études bien identifiés, bien ciblés. Alors je parlais
en matière de l'importance de l'encadrement de nos étudiants dans l'école. Aujourd'hui, l'ESCA, c'est 73 professeurs permanents qui sont présents pour encadrer les étudiants dans leur cursus, qui conçoivent les modules d'enseignement. Chez nous, toute la pédagogie est sous maîtrise interne. Et puis 470 chargés d'enseignement qui viennent apporter leur expertise sur des domaines bien particuliers de la pédagogie, des cadres d'entreprise ou des experts multidisciplinaires qui viennent évidemment apporter leur contribution à la pédagogie de l'école. Et puis aujourd'hui, nous avons, je crois, nous réunissons un peu plus de 2500 étudiants sur l'ensemble des programmes et des sites de l'école, avec des promotions de 450 élèves pour chaque année entrante. Voilà, résumé à grands traits, le travail de notre institution. Je répondrai volontiers à vos questions après les présentations des collègues. Ça va pu être très long, merci Benjamin. Donc pour ce qui concerne l'IESEG, c'est une école qui est sur le campus également. Enfin, l'IESEG, il y avait plus de campus puisqu'il y a des campus à l'étranger, chez nous c'est en France. Donc le campus principal qui est à Lille avec 2000 étudiants et un qui se trouve à la Défense avec 1000 étudiants. C'est une école de management généraliste. Je crois que c'est ce qui caractérise d'ailleurs les écoles de management françaises, les grandes écoles de management françaises, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce genre de voie, on ouvre beaucoup de portes, potentiellement. Et sur le plan sectoriel, on peut travailler aussi bien dans l'industrie que dans le commerce, la distribution, dans la banque, etc. Sur le plan des activités, dans des tailles d'entreprise, c'est aussi bien la petite entreprise que la moyenne, que la très grande, que la multinationale. Un certain nombre, dans chacune de ces écoles d'ailleurs, ont des programmes d'entrepreneuriat. Donc vous voyez, c'est tous les modèles, et c'est en France, et c'est à l'étranger. Donc les écoles de management, de manière générale, ouvrent beaucoup de possibilités professionnelles. Et quand vous regardez l'organigramme d'une entreprise, en fait, vous pouvez pratiquement occuper toutes les places, y compris la direction générale, mais pas au début en général, mais que ce soit sur une fonction ressources humaines, marketing, finance, contrôle de gestion. On a même des anciens qui chez nous sont directeurs juridiques, donc c'est très très ouvert. Donc ça répond à beaucoup de profils personnels et profils de psychologiques. On voit chez les élèves, des gens qui sont très orientés ressources humaines et contact avec les autres, d'autres qui sont plus intéressés par les chiffres, d'autres qui ont plus une fibre commerciale. On a des registres très très différents et chacun trouve sa voie parce qu'il y a une grande diversité de débouchés. Et ça, c'est pas seulement pour l'IESEG, c'est géré pour l'ensemble des grandes écoles de management françaises. Oui, tous les secteurs sont ouverts. Il y en a même qui vont dans la fonction publique parfois, mais ce n'est pas le débouché principal. Pour ce qui concerne notre process de formation, je vais aller très vite parce qu'il est typique quand même des grandes écoles françaises, et je crois que c'est un process qui, à mon avis, est un des meilleurs du monde. Il y a de très bonnes business schools à l'étranger, mais il n'y a pas d'endroit, à ma connaissance, où on combine aussi bien que dans les grandes écoles de management françaises. Alors c'est vrai que nous le faisons sur 5 ans, d'autres sur 4 ans, la partie connaissance et savoir, la partie savoir-faire et la partie développement personnel. Les connaissances, comme je viens de le dire, comme nous sommes des écoles généralistes, et pour l'IESEG par exemple, sur 5 ans, on va travailler de manière approfondie, et le marketing, et la finance, et les ressources humaines, et ainsi de suite, plus des matières d'environnement. Donc c'est pas parce qu'on est en post-bac qu'on va tout de suite dans la technique. La culture générale qu'on aborde beaucoup en prépa, chez nous on la travaille aussi significativement à travers des cours d'économie, des cours de sociologie, des cours d'histoire, et on a aussi des matières professionnalisantes comme celles que je viens de citer. D'accord ? Donc c'est un spectre très large, donc il faut se dire intellectuellement, il faut que je sois disposé à aborder des problématiques très variées, parce que ce n'est pas du tout la même chose en comptabilité, qu'en marketing, qu'en ressources humaines. Donc c'est exigeant sur le plan intellectuel, si vous voulez, pour s'adapter, et sur le plan aussi des savoir-faire, des parcours de stage. Donc mes collègues en ont parlé, il y en a aussi à l'IESEG de la première à la 5e année, une gradation avec 4 stages obligatoires, dont au moins 4 mois à l'étranger. Donc on met en pratique ce qu'on a appris, et il y a un feedback derrière, et ça c'est la partie donc maîtrise des savoir-faire, plus la partie développement personnel, c'est-à-dire comment on grandit en tant qu'individu, dans sa capacité à communiquer, à travailler avec les autres, à être créatif. C'est beaucoup d'aptitudes qui vont au-delà des connaissances et qui sont fondamentales. Aujourd'hui, on dit souvent les entreprises ou les employeurs veulent tout. Ils veulent des jeunes qui soient bien formés et qui sachent travailler tout de suite en équipe, qui aient une capacité à apporter des idées nouvelles, à les mettre en œuvre, à entraîner les autres dans la mise en œuvre.
c'est un sacré challenge, puisque ça va jusqu'aux compétences managériales et de leadership. Donc ceci est travaillé de manière explicite dans toutes ces écoles. Évidemment, ça s'est fait également à l'ISL. La dimension internationale, tout le monde en a parlé parce que c'est fondamental aujourd'hui. Un manager ne peut pas raisonner dans un cadre hexagonal où il y a un autre pays, on doit travailler dans une logique internationale, la globalisation est là, et on doit être prêt à comprendre et à maîtriser ce qui se passe, plutôt que de subir. Donc c'est le challenge qu'on en a. Pour entrer par exemple à l'ISL, il n'y a pas de note minimale en anglais. Par contre, on va dire qu'il faudra être en mesure de travailler en anglais. Donc l'international, ça va être entre autres ça. Donc chez nous, ça se traduit à travers les contenus d'enseignement qui ne sont pas cantonnés au cadre national. Donc on a des enseignements de marketing, de finance ou autres qui ne sont pas cadrés sur la France. Et d'autant mieux que plus de 80% de nos professeurs permanents, c'est-à-dire ceux qui sont là tous les jours, ne sont pas français. Donc on a 27 nationalités différentes. Et c'est vrai que c'est intéressant quand le marketing est enseigné et par des Indiens, des Chinois, des Américains, des Européens. Ça donne différentes perspectives et c'est comme ça qu'on prépare des jeunes à travailler dans un contexte international. Alors on en a parlé, il y a aussi les échanges académiques. On va à l'étranger passer une partie de sa scolarité. Ce n'est pas obligatoire à l'ISEG. On a, je veux dire, 80-85% des élèves qui le font en échange académique. Au niveau stage, c'est obligatoire. Donc tous ont une expérience internationale. Au niveau académique, ce n'est pas une obligation. Et il faut aussi avoir un niveau de résultat satisfaisant pour partir à l'étranger. On a de très bonnes universités partenaires. Ceux qui calculent tout juste, un peu plus les garçons que les filles d'ailleurs, on leur dit, vous êtes au ras des pâquerettes, à l'étranger, les pâquerettes sont parfois un peu plus hautes, vous allez vous en prendre en pleine poire. Donc montrez-nous que vous faites plus que le minimum. Donc plus de 80% partent à l'étranger en échange académique, soit une fois, soit deux fois. Ils peuvent partir 1 an, ils peuvent partir 18 mois, et ils peuvent éventuellement partir 2 ans, notamment dans les logiques de double diplôme. L'international, donc, c'est aller à l'étranger en stage, en échange académique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'internationalization at home, c'est-à-dire sur le campus, avec des étudiants étrangers qui sont dans la salle de classe. Donc, on parle d'un sujet et on le traite et on fait des travaux avec des jeunes qui viennent d'un peu tous les pays. C'est comme ça qu'on apprend à travailler et à découvrir d'autres cultures. On le fait en allant à l'étranger, mais aussi sur le campus. Il y a la question de l'apprentissage des matières. À l'ISEG, on peut faire les 5 années de cours en anglais. Donc l'année prochaine, je crois qu'il y aura 160 places sur ce registre-là, sur nos 2 campus, 80 à Paris, 80 à Lille, qui peuvent faire les 5 ans en anglais, donc et la comptabilité, et le droit, et l'histoire, etc. Tout 100% en anglais. En partie parce qu'on a des élèves qui viennent de l'étranger, qui rentrent en première année, qui ne connaissent pas un mot de français, qui suivent tout le parcours de l'école. Donc ça, c'est une possibilité. Elle est choisie par des gens qui ont quand même un bon niveau d'anglais, parce qu'il ne faut pas se dire je fais ça pour être meilleur. C'est pas une filière d'excellence, c'est une modalité d'étude. Ceux qui ne sont pas assez bons en anglais, qui suivent cette filière-là, risquent de ne pas être assez bien classés au niveau des départs à l'étranger, parce que si leurs résultats académiques ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas bons en anglais, ça va tout compte fait les pénaliser, paradoxalement, pour les échanges académiques. Donc c'est pour des élèves qui ont déjà un bon niveau, sans être forcément bien. De toute façon, pour tout le monde, l'enseignement du management est totalement fait en anglais. Tout le marketing, toute la finance, tout le management des ressources humaines, management des systèmes d'information, etc. Tout cela est fait en anglais. Donc ces cours sont donnés à partir de la 2e année. Donc dès la 2e année, on a une bonne partie des cours donnés en anglais. Mais si on veut, on peut faire la première année en français et garder quelques cours en français en 2e année, notamment de méthode quantitative ou d'économie. D'accord ? Et à partir de la 3e année, de toute façon, tout est en anglais, 3e, 4e, 5e année. On a fixé une obligation de résultat à la sortie de l'école. Il y a d'anglais au concours d'entrée, mais on peut rentrer, comme je le disais tout à l'heure, dans l'école sans connaître l'anglais. Mais il faudra le connaître avant la sortie. Et donc, on a un système d'accompagnement, je crois que c'est une des caractéristiques de nos institutions, d'accompagner très bien les élèves pour que tout le monde arrive au bon niveau. On a fixé un score minimum au TOEIC, qui est le test d'anglais professionnel le plus connu. Nos collègues d'HEC avaient demandé 870, donc du coup, nous on avait 880. Et on faisait un petit jury cette semaine sur ceux qui étaient un peu trop justes. Il y avait 4 élèves sur 500 qui étaient un peu en dessous. Alors, on se disait, qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Donc c'est vous dire que même s'ils sont nuls en anglais à l'entrée, à l'arrivée, 880, c'est un très bon score. Et en moyenne, ils sont à 940. Je crois que le maxi, c'est 990. Donc ça veut dire qu'ils ont étudié le management en anglais, ils ont prouvé qu'ils étaient très bons en anglais. Et c'est parce que même s'ils restent en France, ils travailleront de toute façon avec l'international. L'international viendra à eux, même s'ils n'y vont pas. Et 35 à 45% des diplômés débutent leur carrière à l'étranger. Je crois que c'est une des caractéristiques de ces écoles. Et c'est un sérieux atout parce qu'on vous donne une employabilité mondiale.
le marché du travail n'est pas bon en France, et on sait qu'il va être encore plus mauvais en 2013, c'est pas un problème, puisque c'est pas notre terrain de jeu. C'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. D'accord? Donc c'est à cela qu'on vous prépare, en vous accompagnant de près avec un corps professoral de toute bonne qualité. Je crois qu'on a probablement assez parlé collectivement, et on va vous passer la parole, mais je ne suis pas sûr qu'il y a un micro dans la salle, donc on va vous demander de parler fort. Donc merci de lever le bras, et ensuite de prendre la parole en parlant assez fort. La salle n'est pas prête. Madame, on va remettre une petite couche de Reims. Allez. Alors le CESEM, c'est une école qui a été créée en 1974. Ça fait partie effectivement des très bonnes écoles post-bac. Le principe, donc, c'est de faire 2 ans d'études en France et 2 ans d'études à l'étranger, voire 3 ans si on part en Chine. L'objectif, c'est pas de faire des petits échanges à l'international. Si vous voulez, c'est vraiment d'aller très loin sur un pays. Donc, par exemple, on n'a pas beaucoup de partenaires à l'international, mais on les a choisis d'une manière, c'est vraiment des partenaires qui sont d'excellent niveau. Par exemple, en Espagne, c'est l'ICAD de Madrid, c'est l'équivalent des meilleures parisiennes, des meilleures écoles parisiennes, l'HEC ou l'ESSEC, etc. On a vraiment au niveau de l'Allemagne, par exemple, on a un partenaire qui s'appelle l'ESB, qui a été classé première école de commerce en Allemagne. Donc à chaque fois, on a le diplôme de la France et le diplôme de l'étranger. Alors au niveau du CESEM, on forme vraiment des personnes qui vont travailler à l'international. Il y a 77% des gens qui commencent par un premier job à l'étranger. C'est-à-dire que par rapport à une suite de cours traditionnelle, une école de commerce traditionnelle après prépa, en général, c'est 15-20%. Là, vous êtes à 77% qui commencent par un premier job à l'étranger. Et on a même des étudiants qui ont accès, si vous voulez, à certaines entreprises où en France, on leur fermerait la porte parce qu'en fait, il faut avoir fait minimum HEC pour pouvoir y entrer. C'est vrai que par exemple, des gens qui ont bossé en Allemagne avec le diplôme de l'ESB peuvent tout à fait commencer, par exemple, chez Boston Consulting Group ou dans ce genre d'entreprises qui ne sont pas forcément ouvertes au départ à des gens qui ont fait une école de commerce traditionnelle en France. Voilà ce que je peux vous dire. Moitié de la promotion est française, moitié de la promotion est étrangère. C'est-à-dire qu'on reçoit des Allemands, des Anglais, des Espagnols, etc. dès la première année. Et vous pouvez être amené les 2 premières années à partir directement à l'étranger. Ce n'est pas vous qui choisissez, c'est nous en fonction de votre niveau de langue et votre niveau de maturité au concours. Et après les 4 ans CESEM, c'est exactement comme pour le BBSEC, c'est-à-dire possibilité soit d'aller travailler directement, soit de faire un programme grande école, là vous intégrez directement en dernière année de suite de cours, ou alors vous avez possibilité d'aller faire un Master of Science ou un Master spécialisé, donc en France ou à l'étranger. En général, quand on a fait une école comme le CESEM, ou même le BBA, etc., on a plutôt encore envie d'avoir un 3e pays. Donc au CESEM, par exemple, ils font 2 ans d'études en France, 2 ans d'études en Espagne, ils vont faire une 5e année aux États-Unis, ils ont vécu dans 3 pays différents et ils ont des diplômes de 3 pays différents. Voilà ce que je peux vous dire sur le CESEM. On va répondre aux questions. C'est pas une question piège, mais c'est une question de synthèse. Si vous mettez dans la peau d'un jeune qui est en terminale S, terminale ES, qui n'est pas très déterminé, ça peut être mon voisin droit, si vous aviez chacun 2 mots pour synthétiser ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 18-19 ans de votre école, de ses caractéristiques, en 2 mots? C'est vraiment compliqué, mais voilà. Je ne sais pas si l'un ou l'autre va répondre. Personnellement, je ne répondrai pas pour l'ISEC parce que je ne peux pas en 2 mots caractériser l'école. J'en suis désolé. Peut-être vous dire une belle phrase d'un journaliste mort depuis longtemps maintenant, qui était Bertrand Jouvenel, c'est l'avenir est incertain, c'est donc un domaine de liberté. Donc donnez-vous toutes les chances, dit autrement, de construire votre avenir en vous donnant tous les possibles pour la construction d'un projet professionnel intéressant, construit et puis bien réfléchi à travers les années. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Multiculturel et pragmatique pour moi. 2 mots plus. Elles sont toutes bien, nos écoles. C'est pour ça qu'on est ensemble et c'est pour ça qu'on est adossé à 2 traditions qui sont représentées ici et qui sont beaucoup plus larges que nos écoles, qui sont la tradition des universités catholiques et la tradition des écoles consulaires
adossés à des chambres de commerce. Cette double tradition garantit, plus toutes les accréditations, sur chacune des écoles des deux concours, une excellence. Je vais dire plus par rapport à ça. Aujourd'hui, comme directeur des études, j'accompagne souvent des jeunes, et je suis sûr que mes collègues ont le même, qui ont 18, 19 ans, et qui vont faire un premier choix de semestre d'études à l'étranger ou un premier choix de stage, enfin bref, un premier choix. Des garçons et des filles, on va prendre des filles pour changer, et qui vous disent, c'est dramatique, je viens de louper à une place près de mon classement l'université de mes rêves d'échange en Australie. Ma vie est foutue. Hein? Nous ne sommes pas, vous, comme nous, en train de préparer des danseuses étoiles où il n'y en a qu'une dans le corps de ballet. Nous sommes en train de préparer une génération de managers avec chacun des ouvertures internationales. Y a-t-il des différences? Oui. Y a-t-il des subtilités? Oui. Mais on reste à taille humaine, on reste sur des promotions, on reste sur des sites, on reste sur des bassins d'emploi. Voilà. Et prenez-nous tous. Nous, tous, deux mots. Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à la question. Pierre Génos, vous n'avez pas une réponse en deux mots. Je crois qu'il faut aller sur les stands, discuter avec les uns et les autres. C'est un processus un peu compliqué, mais de toute façon, je ne me trompe pas avec ce type d'école. Monsieur. Alors, je vais poser la question autrement. C'est comment faire la différence pour aller vers telle école ou telle autre? Pas une question de localisation, parce que il y a le concours, c'est une chose, mais doit-on s'en remettre au hasard, au résultat du concours, ou y a-t-il des différences? Je crois que chacun peut parler de son école, on a parlé de notre école, et notre discipline à nous, c'est de ne pas parler des autres, donc de ne pas dire nous on est plus ceci, on est plus cela, parce que sinon on entre dans un débat un peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a déjà est-ce que vous avez chacun, on va dire, des spécificités? On en a parlé, alors c'est vrai que c'est assez complémentaire ce qu'on a dit, mais chacun peut parler de son école. Moi je trouve que je connais assez bien les écoles autour de la table, mais je ne me permettrai pas une seconde de dire qu'on est meilleur là-dedans ou on est différent là-dessus, parce que je ne connais pas suffisamment bien chacune des écoles. On découvre chaque jour, je vais dire, des pépites dans chacune des écoles, et c'est une question compliquée à laquelle personnellement je réponds jamais. Les concours, ensuite vous voyez les résultats, il faut aussi aller dans les écoles pour sentir les ambiances aussi. Il y a des portes ouvertes. Il y a certaines écoles où d'un seul coup il y a une révélation parce qu'on est venu dans l'école et puis on a senti l'école et on s'y sent bien. On va pas passer 3 ans, 4 ans, voire 5 ans dans certaines écoles. Il faut quand même se sentir bien aussi dans l'école dans laquelle on est. Il y a quand même des différences d'ambiance. Et les, c'est le ou la choisir. Les, c'est le, elle ou lui choisir. Et Hugues de Ric connaît le programme d'orientation depuis de longues années, n'est-ce pas, Lucas? Mais c'est un process subtil, complexe, qu'on ne peut pas résumer en très peu de choses, et qui fait entrer des éléments très rationnels et voire éventuellement des éléments de feeling. Mademoiselle. Je crois que dans toutes ces écoles qui sont présentes ici, il y a des processus effectivement d'admission parallèle, où après éventuellement 2 ans ou 3 ans, par exemple dans une fac d'économie-gestion, on peut rejoindre l'école. Ce réseau a été leader dans toutes les admissions sur diplôme ou les admissions sur titre aussi. L'ensemble de ces réseaux. Le réseau des universités catholiques a été le réseau des grandes écoles dépendant de cette tradition-là, ou le réseau qui est ici présent. Il faut le savoir plus que d'autres réseaux. On ne va pas citer. Disons qu'il y a des voies de... On peut rentrer dans ces écoles, donc si on ne réussit pas le concours, on peut se dire je peux trouver une autre formule pour rentrer dans cette école en admission parallèle. Attention, il y a des concours, donc si vous avez l'accès à l'une de ces écoles maintenant, c'est-à-dire l'été 2013, moi je conseille quand même d'y aller parce que je connais des jeunes qui disent bon bah tiens, tout le monde fait, je vais faire une licence, puis après je vais retenter, puis qui ont échoué. Et donc, attention, quand vous tenez une bonne école, vaut mieux y aller. Vaut mieux que... Au niveau du CESEP, on n'a pas l'admission parallèle. C'est obligatoirement 2 ans en France, 2 ans à l'étranger. Nous, les admissions parallèles, c'est dans le programme Grande École Sud de Caux, c'est le concours tremplin. Donc, vous avez 2 grands concours, passerelles et tremplin. Et donc, c'est ces concours qui sont vraiment des concours pour rentrer dans les programmes Grande École type Sud de Caux. Vous dites Cézanne. Oui, pardon. Allez-y.
sur le CESAM, il n'y a pas d'admission parallèle. En revanche, sur le programme Sud de Corinthe, il y a possibilité de rentrer à Bac+2 ou Bac+3. Donc on rentre soit en première année, donc on fait 3 ans d'études, soit on rentre en deuxième année, on fait 3 ans de fac, plus 2 ans de Sud de Co et on a son master. Donc c'est le même modèle ici pour les écoles en 5 ans, on peut entrer en 3e année ou entrer en 4e année, c'est-à-dire première année de master en fonction de la durée des études précédentes, avec succès. Mais là, il y a un concours. Oui, on a une entrée également en 3e année à l'intérieur du BBA. Et bien entendu, il y a des entrées parallèles aussi à l'ESSEC grande école où on rentre à ce moment-là en seconde année. Et l'ESSEC grande école est effectivement l'école qui a le plus de ce type d'entrée. Mais, comment dirais-je, c'est normal que ces écoles s'ouvrent à ces filières-là. Mais je rebondis sur ce que dit Jean-Philippe. Si vous êtes déterminé pour ce type d'école aujourd'hui, il vaut mieux faire soit la classe prépa, soit les entrées que nous proposons. C'est quand même plus logique. Et c'est un autre. Et c'est d'entrée de jeu d'être dans une pédagogie beaucoup plus encadrée, dans les deux cas, soyons clairs. Maintenant, oui, c'est tout à fait. Et soyons clairs aussi, dans les 2 premières années de toutes nos écoles, il y a des réorientations. Et c'est logique, parce que les jeunes se cherchent. Et je redirai souvent, et nous avons le souci aussi, parce que nous n'aurions pas les qualités j'allais dire humaines que nous voulons mettre en évidence dans nos chartes et dans nos labels, et nous avons le souci aussi d'accompagner ceux qui souhaitent rebondir ailleurs, bien entendu. Parce que je comprends qu'une détermination lourde à 17 ou à 18 ans, elle peut se remettre en cause, c'est normal. Là, ce qui est clair, c'est que le type de pédagogie, dans le modèle qu'on présente, est un type de pédagogie très dynamique. Là, je ne vais pas faire de comparaison, même si j'ai aussi fait la fac et je connais bien d'autres modèles, mais on est vraiment dans une logique où on travaille en petits groupes, avec un encadrement de grande qualité, comme ça a été dit. On est avec des jeunes qui viennent un peu partout, donc ça donne une ouverture très intéressante. On va introduire aussi le e-learning, les méthodes pédagogiques modernes assez vite. Donc on est sur un modèle pédagogique très porteur, très efficace, avec un très bon encadrement. Je vois qu'il y a quelqu'un, monsieur, qui pose une question là au fond. Oui, bonjour. Oui. Quelle est la stratégie de vos écoles vis-à-vis des accréditations? Parce que certaines en ont. Vous avez introduit votre débat là-dessus, les ASA, Et CSB ou ACSB, oui. Certaines d'entre vous n'en ont pas. Oui. Pour quelle raison? Je vais peut-être passer la parole à Pierre-Yves. Absolument, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Nous n'avons pas encore, mais nous rentrons dans cette dynamique, effectivement, qui est une dynamique longue. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous sommes sur des cycles qui sont des cycles extrêmement longs dans le monde de l'enseignement supérieur. Et je pense qu'il est important, c'est en tout cas le choix que nous avons fait à l'ESDES. Nous sommes une école récente, nous célébrons juste nos 25 ans. Et 25 ans, c'est très court dans ce domaine-là. Donc nous avons une stratégie dans une première étape où il s'agit effectivement de se positionner au niveau national avec les labels nationaux. Et à partir du moment où cela est acquis, effectivement, c'est d'entamer le processus et la réflexion pour entamer la démarche d'un label international. Et ça ne se fait pas en 2 temps. Donc nous ne sommes pas encore, je le dis clairement, SDS, nous ne sommes pas encore accrédités au plan international, mais par contre c'est dans les tuyaux. Alors, rapidement pour l'ESCA, nous sommes accrédités IPAS, l'accréditation européenne dont nous parlions tout à l'heure, et nous sommes éligibles à l'accréditation ACSB que nous préparons actuellement. On a la même chose, on a l'accréditation par EQUIS et on prépare aussi les CSB, j'espère pour très prochainement. Effectivement, ces labels sont utiles. Ils ont été créés pour 2 raisons. D'une part, pour identifier les bonnes institutions dans un contexte international. Donc les jeunes se disent, voilà, une institution. Alors, dans le monde, il n'y a que 140 business schools accrédités EQUIS, alors qu'il y a 13 500 business schools. Donc ça fait 1% du business school qui sont accrédités EQUIS. On ne peut pas dire que 99% autres ne sont pas bonnes, elles sont très bonnes et certaines le méritent largement. Et aux États-Unis, EQUIS est quasi inexistant, donc il ne faut pas dire que c'est ça ou rien. Mais c'est fait pour donner un signal à des jeunes. La globalisation touche aussi le marché de l'enseignement. Il y a de plus en plus de jeunes qui envisagent d'étudier dans d'autres pays, et ça, c'est un signal. Et CSB, donc c'est le pendant, créé côté États-Unis. Là, il y a 650 ou 655 business schools dans le monde accrédités.
notamment parce qu'il y a 450 américaines à peu près. Hein. Et ça sert aussi pour les employeurs, parce que les employeurs de plus en plus travaillent à l'échelle mondiale. Quand ils sont dans un pays, ils se disent quelles sont les bonnes institutions. C'est un repère pour les employeurs qui veulent embaucher les futurs cadres. Le CESEM, on a toutes les accréditations, plus le visa. Une des particularités des SEC, c'était on s'est positionné comme étant la première école non américaine qui a frappé à la porte de la CCSP. Voilà. C'est intéressant, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une logique qui déplace la logique française et qui nous oblige les uns et les autres à penser autrement. Et c'était très intéressant de comprendre dans cette perspective-là. Et merci, votre question est pertinente. Et les réponses aussi, c'est une accréditation, c'est onéreux pour une école. Et on est sur une autre qualité de débat que certains classements médiatiques. Une autre question. Allez-y, monsieur. En complément de celle-ci, sur les grades de master, je crois, il y a certaines écoles qui ont leur propre master, certains cursus, et d'autres qui vendent, entre guillemets, des masters, mais de partenaires. Quand ce sont des doubles diplômes, vous voulez dire? Par exemple, ouais. Ah non. Pour ce qui concerne les écoles qui sont ici, alors je parle des écoles du concours accès, puisqu'elles sont en 5 ans. Et le grade de master, c'est forcément 5 ans. Un bachelor, c'est 4 ans, et donc c'est technique, ça ne peut pas être grade de master. Ici, c'est à chaque fois notre diplôme, le diplôme grande école, qui a le grade de master. Donc il y a peut-être des écoles qui, je ne sais pas par quel partenariat, donnent un autre label, mais master, pardon? Ils envoient les étudiants faire un master d'une autre. Ah oui, d'accord. D'accord. Et dans leur plaquette, entre guillemets, ils Oui. Alors vous avez raison d'attirer l'attention là-dessus. Parce qu'effectivement, avec toutes ces subtilités de labels nationaux, internationaux, certaines écoles ont un jeu qui n'est pas toujours extrêmement transparent. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, tout ne se résume pas à 2 mots, c'est compliqué. Il faut bien aller voir en profondeur ce que les gens vous proposent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je crois que monsieur là-bas derrière, je vais vous passer la parole en premier parce que je crois que tout à l'heure vous aviez déjà levé le doigt. Vous n'avez pas du tout parlé de la différence entre l'accès direct et les préparations. Donc la prépa, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui c'est une chance supplémentaire d'accéder à vos écoles? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Comment comparer les écoles, enfin le modèle prépa et le modèle sans prépa, c'est ça? Tout à fait. C'est compliqué de comparer avec d'autres. Ce que je peux dire de mes vues de l'extérieur, parce que je n'ai pas de prépa, c'est que le modèle prépa est un modèle qui convient certainement bien des bons élèves du secondaire et qui aime bien le modèle pédagogique du secondaire, parce qu'on est sur un modèle pédagogique très similaire. Je disais que dans nos écoles, le modèle pédagogique est assez différent, c'est le modèle grande école. Donc on est sur des matières qui sont souvent le prolongement de matières du secondaire, on est avec des professeurs du secondaire, dans des établissements secondaires, puisqu'on est dans les lycées, et donc pour certains élèves ça convient bien. D'autres se disent j'ai envie de voir autre chose, une pédagogie différente, d'être dans une grande école, de voir de l'international plus vite, parce que nous l'international, on peut partir en échange dès la 2e année. Je veux voir des disciplines professionnalisantes plus vite, parce qu'on n'en fait pas du tout en prépa. J'ai envie de voir à quoi ressemble une entreprise plus vite. Donc c'est ces 2 approches qui sont toutes les 2 des approches d'excellence et qui correspondent peut-être à des profils différents. Mais pour ce qui concerne l'IESEC, c'est probablement vrai pour l'ESCA et l'ESDES, ainsi que pour le BASEC et le CESEM, la grande majorité des élèves qui rentrent chez nous étaient admis en prépa. Donc 90% étaient admis en prépa, puis il y a un moment donné, ils ont fait le choix de venir chez nous, et d'autres ont fait le choix d'aller en prépa. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. C'est deux types de personnalités différentes. C'est à l'étudiant de sentir au moment où il va développer sa personnalité différemment dans les 2 cas. Moi, j'accueille également les étudiants qui rentrent en grande école par le cycle des prépas. Et je vois bien, ils arrivent avec, comment dirais-je, pour être gentil, sans vexer personne, si la prépa était un accélérateur de maturité, ça se saurait. Hein